Il y a des moments dans la vie où une seule décision peut tout détruire. James Adebayo avait tout, une villa luxueuse à Ikoyi, une entreprise prospère, une femme magnifique et une petite fille qu'il adorait. Puis un accident brutal sur le pont de Lekki Ikoyi a changé son destin à jamais. En une seconde, il est passé du sommet à un fauteuil roulant. Mais le plus terrible n'était pas la paralysie. C'était la trahison. Sa propre femme l'a abandonné. Elle a quitté son mari paralysé, et sa fille de 7 ans. Elle pensait que sa vie était finie. Elle ne savait pas que le destin préparait quelque chose d'extraordinaire. Ce qui va se passer ensuite va vous laisser sans voix. Avant qu'on commence vraiment, dites-moi d'où vous me regardez, pensez à aimer la vidéo et à vous abonner. Merci d'être là, et maintenant, revenons au début de cette histoire. Dans une luxueuse maison d'Ikoyi, à Lagos, où vivait une famille qui semblait avoir tout pour être heureuse. James Adebayo était l'homme que tout le monde admirait dans le quartier. À 35 ans, il avait bâti une entreprise d'import-export florissante qui lui permettait d'offrir à sa famille une vie de luxe. Sa femme Louise était une beauté remarquable, avec ses cheveux longs et brillants, sa peau café au lait et son sourire éclatant qui illuminait chaque pièce où elle entrait. Ensemble, ils avaient une fille de 7 ans, Amara, une petite princesse aux grands yeux curieux qui adorait son papa plus que tout au monde. La villa des Adebayo était l'une des plus belles d'Ikoyi. 3 étages de pure élégance, avec une piscine à débordement qui donnait l'impression de se jeter dans l'océan Atlantique visible au loin. Les sols en marbre italien brillaient comme des miroirs, et les meubles importés d'Europe témoignaient du goût raffiné de Louise. Chaque dimanche, la famille recevait des amis pour des barbecues au bord de la piscine, où les rires fusaient et où le champagne coulait à flots. C'était le portrait parfait du bonheur. Ce jour-là, un jeudi ordinaire du mois de septembre, James était parti tôt le matin pour une réunion importante avec des investisseurs chinois. Il avait embrassé Louise qui dormait encore, puis était entré dans la chambre d'Amara pour déposer un baiser sur son front. La petite avait murmuré dans son sommeil quelque chose à propos de licorne, et James avait souri en refermant doucement la porte. Il ne savait pas que c'était la dernière fois qu'il marcherait normalement. L'accident s'est produit sur le pont de Lekki Ikoyi. Un camion de livraison avait perdu le contrôle à cause d'un pneu éclaté et avait percuté la Mercedes de James de plein fouet. Le choc avait été si violent que la voiture avait fait 3 tonneaux avant de s'immobiliser contre la barrière de sécurité. Les témoins diront plus tard qu'ils étaient certains que personne n'aurait pu survivre à un tel impact. Mais James a survécu. Contre toute attente, son cœur continuait de battre lorsque les secours l'ont extrait des débris de métal tordus. Il était inconscient, le corps brisé, mais vivant. L'ambulance l'a transporté d'urgence à l'hôpital général de Lagos, où une équipe de chirurgiens a travaillé pendant 8 heures pour lui sauver la vie. Louise a reçu l'appel alors qu'elle prenait son petit déjeuner sur la terrasse. Elle se souvenait encore du ton grave de la voix au téléphone, de la façon dont ses mains s'étaient mises à trembler si fort qu'elle avait laissé tomber sa tasse de café qui s'était fracassée sur le sol. Elle se souvenait de la course folle vers l'hôpital, du klaxon incessant alors qu'elle forçait le passage dans la circulation dense de Lagos. Elle se souvenait de tout, et surtout de ce moment où le docteur était sorti de la salle d'opération avec ce regard qu'ont les médecins quand ils doivent annoncer une mauvaise nouvelle. Dr Okonkwo était un homme d'une 50aine d'années, avec des cheveux grisonnants et des rides profondes autour des yeux, témoin de toutes les tragédies qu'il avait vues au fil des années. Il a fait asseoir Louise dans son bureau et lui a parlé avec une douceur qui contrastait avec la dureté de ses mots. « Votre mari est vivant, Madame Adebayo. C'est un miracle qu'il ait survécu. Mais je dois être honnête avec vous. La colonne vertébrale a été sévèrement endommagée au niveau des vertèbres lombaires. Nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir, mais les lésions sont trop importantes. Votre mari ne pourra probablement plus jamais marcher. » Louise a senti le sol se dérober sous ses pieds. Les mots du médecin résonnaient dans sa tête comme un écho lointain. Plus jamais marcher. Son James, son beau James qui adorait faire son jogging matinal sur la plage, qui jouait au tennis tous les week-ends, qui soulevait Amara dans ses bras et la faisait tournoyer jusqu'à ce qu'elle éclate de rire. Cet homme-là n'existerait plus. À la place, il y aurait un invalide dans un fauteuil roulant. Les premières semaines après l'accident, Louise a été présente. Elle venait à l'hôpital tous les jours, apportait des fleurs fraîches, parlait doucement à James pendant qu'il dormait, drogué par les antidouleurs. Elle a même demandé à l'architecte de redessiner les plans de la maison pour installer des rampes et adapter la salle de bain. Elle parlait d'avenir, de réadaptation, d'espoir. Mais quelque chose a commencé à changer quand James est rentré à la maison. Le fauteuil roulant ne passait pas par certaines portes. Il fallait l'aide de 2 personnes pour le déplacer.
James, qui avait toujours été si fier, si indépendant, devait maintenant demander de l'aide pour les gestes les plus simples. Et Louise voyait tout cela. Elle voyait la déchéance de l'homme qu'elle avait épousé, et quelque chose en elle commençait à se flétrir. Ses amis n'ont pas arrangé les choses. Louise avait un cercle d'amis proches, des femmes de la haute société de Lagos qui se retrouvaient régulièrement pour le brunch dans les restaurants chics de Victoria Island. Chioma, Ngozi et Fumi étaient ses confidentes depuis des années. Quand Louise a commencé à leur parler de sa nouvelle réalité, leurs réactions ont été loin de ce qu'elle espérait. « Ma chérie », avait dit Chioma en sirotant son mimosa, « tu es encore jeune et belle. Tu ne vas pas gâcher ta vie à jouer les infirmières. Ce n'est pas ce pourquoi tu t'es mariée. » Ngozi avait renchéri avec un sourire en coin. « Un homme qui ne peut plus marcher, ce n'est plus vraiment un homme, tu vois ce que je veux dire. » Et Fumi, toujours la plus directe, avait lâché ce qui allait devenir le refrain des semaines suivantes. « Trouve-toi quelqu'un d'autre. Tu mérites mieux que ça. Il ne saura même pas. Qu'est-ce qu'il peut faire de toute façon ?» Au début, Louise avait protesté. C'était son mari, le père de sa fille. Mais ces mots empoisonnés avaient trouvé un terrain fertile dans son cœur. Chaque nuit passée à côté d'un homme qui ne pouvait plus la toucher comme avant, chaque regard de pitié des voisins, chaque commentaire voilé lors des événements mondains, tout cela rongeait peu à peu la promesse qu'elle avait faite devant l'autel. Dans la richesse et dans la pauvreté, dans la santé et dans la maladie. Ces mots sonnaient désormais creux. 3 mois après l'accident, Louise a commencé à sortir. D'abord, c'était juste des brunchs avec ses amis qui se prolongeaient jusqu'au soir. Puis des soirées dans les clubs huppés de Lagos. Elle rentrait tard, sentant l'alcool et le parfum étranger, et trouvait James endormi dans leur lit, épuisé par la douleur et les médicaments. Il ne disait rien, mais ses yeux parlaient pour lui. Il savait. Un soir, James a essayé de parler. Louise venait de rentrer à 2 heures du matin, les cheveux en désordre et le maquillage qui coulait. Elle s'était assise au bord du lit, et James avait tendu la main vers elle. « Louise », avait-il murmuré, sa voix cassée par l'émotion, « ne fais pas ça. Je t'en prie. Je sais que ce n'est pas facile, mais nous pouvons traverser ça ensemble. Pense à Amara. Pense à nous. » Louise l'avait regardé, et dans ses yeux, James n'avait vu que du vide. « Pensez à nous », avait-elle répété avec un rire amer. « Quel nous, James ? Regarde-toi. Tu ne peux même plus te lever pour aller aux toilettes. Tu crois que c'est ça la vie que je veux. Tu crois que c'est pour ça que je me suis mariée. Pour être l'infirmière d'un invalide. » Et elle était sortie de la chambre, laissant James seul avec sa douleur, qui n'avait plus rien à voir avec ses jambes paralysées. C'est à ce moment-là que Maya est revenue dans la vie de James. Maya Okafor était une amie d'enfance, quelqu'un que James connaissait depuis l'école primaire à Surulere. Ils avaient grandi ensemble, avaient partagé leurs secrets, leurs rêves et leurs peurs. Maya avait toujours eu un faible pour James, même quand ils étaient adolescents, mais elle n'avait jamais rien dit. Elle avait vu James tomber amoureux de Louise à l'université, les avait vus se marier, et elle avait gardé ses sentiments enfouis au plus profond de son cœur. Maya avait appris l'accident par les réseaux sociaux. La nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre dans la communauté nigériane. Elle avait essayé d'appeler plusieurs fois, mais n'avait jamais osé. Puis, un jour, elle avait décidé de venir. Elle se fichait de ce que les gens pourraient penser. James était son ami, et il avait besoin de soutien. La première visite de Maya a été étrange. Elle avait sonné à la porte de la grande maison d'Ikoyi, son cœur battant la chamade. C'est Amara qui avait ouvert, ses grands yeux interrogateurs fixés sur cet inconnu. « Bonjour ma chérie », avait dit Maya avec un sourire doux. « Je suis une amie de ton papa. Je peux le voir. » La petite fille avait hoché la tête et l'avait conduite jusqu'au salon où James passait désormais la plupart de ses journées. Quand James avait vu Maya entrer dans la pièce, quelque chose s'était réveillé en lui. Un souvenir de jours plus heureux, de rires partagés, d'une époque où la vie était simple et pleine de possibilités. « Maya », avait-il murmuré, incrédule. « Tu es venue. » Elle s'était approchée de son fauteuil roulant et s'était agenouillée devant lui pour être à sa hauteur. « Bien sûr que je suis venue. Je suis désolée de ne pas l'avoir fait plus tôt. Comment tu vas ?» James n'avait pas pu retenir ses larmes. Cela faisait si longtemps que personne ne lui avait demandé comment il allait avec une vraie sincérité dans la voix. Louise ne demandait plus. Elle parlait de logistique, d'argent, de factures médicales, mais jamais de ses sentiments, de sa douleur, de sa peur. Maya, elle, était là, ses mains chaudes tenant les siennes froides, et elle attendait vraiment une réponse.
Je ne vais pas bien, Maya, avait-il finalement avoué, sa voix tremblante. Je ne vais pas bien du tout. Ma vie est finie. Je ne peux plus marcher, je ne peux plus travailler correctement, et ma femme. Et il s'était arrêté, incapable de continuer. Maya avait compris. Elle avait vu Louise partir dans sa voiture de sport alors qu'elle arrivait, le visage de la femme maquillée pour une soirée, ses yeux qui ne reflétaient aucune préoccupation pour l'homme qu'elle laissait derrière. À partir de ce jour, Maya est devenue une présence constante dans la vie de James. Elle venait 3 fois par semaine, parfois plus. Elle apportait des repas faits maison, car elle savait que James ne mangeait presque plus. Elle lisait pour lui, parlait de l'actualité, de leurs souvenirs d'enfance, de tout et de rien. Mais surtout, elle l'écoutait. Elle l'écoutait parler de sa frustration, de sa colère, de sa tristesse. Elle ne le jugeait pas, ne le plaignait pas. Elle était simplement là, une présence réconfortante dans l'obscurité qui avait envahi sa vie. Amara s'était rapidement attachée à Maya. La petite fille manquait cruellement d'attention depuis l'accident. Sa mère était toujours absente, et son père, bien qu'il l'aimait profondément, était souvent trop épuisé et déprimé pour jouer avec elle. Maya comblait ce vide. Elle jouait aux poupées avec Amara, l'aidait avec ses devoirs, lui lisait des histoires avant de dormir. La petite avait commencé à appeler Maya tante Maya, et ce simple mot remplissait le cœur de Maya d'une joie qu'elle n'avait jamais connue. Les choses ont atteint un point de non-retour 6 mois après l'accident. Louise avait rencontré un homme nommé Chidi lors d'une soirée à l'hôtel Echo. Chidi était promoteur immobilier, la quarantaine séduisante, des muscles saillants et un sourire de prédateur. Il avait ce que James n'avait plus, la capacité de la faire se sentir désirable, de danser avec elle, de la prendre dans ses bras. Louise s'était laissée séduire sans résistance. Elle ne se cachait même plus. Elle partait des journées entières, prétendant avoir des rendez-vous, des courses à faire, des amis à voir. James savait la vérité. Tout Ikoyi savait. Les domestiques chuchotaient dans son dos. Les voisins détournaient les yeux quand ils le voyaient. La honte et l'humiliation étaient presque pires que la paralysie elle-même. Un soir de novembre, Louise est rentrée avec une valise. James était dans le salon avec Amara qui lui montrait ses dessins de l'école. Maya était partie quelques heures plus tôt après avoir préparé le dîner. Louise est entrée, a regardé son mari et sa fille, et a prononcé les mots qui allaient briser leur famille. « Je m'en vais. Je ne peux plus vivre comme ça. Tu comprends, James. Je mérite d'être heureuse. Je mérite d'avoir une vraie vie. » James l'avait regardée, et pour la première fois depuis l'accident, ce n'était pas de la tristesse qu'on lisait dans ses yeux, mais de la colère. Et Amara, avait-il dit froidement. Elle ne mérite pas d'avoir sa mère. Louise avait jeté un regard vers sa fille qui la regardait avec des yeux remplis de larmes, ne comprenant pas vraiment ce qui se passait mais sentant que quelque chose de terrible était en train de se produire. Elle sera mieux sans moi. Je ne suis pas faite pour cette vie. Pour être la femme d'un. Et elle s'était arrêtée, mais le mot non prononcé flottait dans l'air comme un poison. Invalide. Et elle était partie. Comme ça. Sans un regard en arrière. Elle avait pris sa valise, était montée dans sa voiture, et avait disparu dans la nuit de la gosse. Amara s'était précipitée vers la porte, criant « Maman, maman, reviens », mais Louise n'était pas revenue. James avait pris sa fille dans ses bras, sentant ses petites épaules trembler de sanglots, et il avait pleuré lui aussi. Ils avaient pleuré ensemble, père et fille, abandonnés par la femme qui était censée les aimer. Les jours qui ont suivi ont été les plus sombres de la vie de James. Il avait touché le fond. Sans Louise, aussi toxique que sa présence soit devenue, la maison semblait encore plus vide. Il s'était même demandé si la vie valait la peine d'être vécue. Une nuit, alors qu'Amara dormait, il avait regardé les pilules d'antidouleur sur sa table de nuit et avait pensé qu'il serait si facile d'en finir. Plus de douleur, plus d'humiliation, plus de solitude. C'est Maya qui l'a sauvée cette nuit-là. Elle était venue tôt le matin, inquiète de ne pas avoir eu de nouvelles depuis le départ de Louise. Elle avait trouvé James dans un état second, les pilules à la main. Sans un mot, elle les lui avait prises, les avait jetées dans les toilettes, et s'était assise à côté de lui. « Écoute-moi bien, James Adebayo », avait-elle dit d'une voix ferme. « Tu n'as pas le droit d'abandonner. Tu as une fille qui a besoin de toi. Elle vient de perdre sa mère, elle ne peut pas perdre son père aussi. Tu m'entends. Tu es plus fort que ça. » James l'avait regardé, ses yeux injectés de sang, son visage ravagé par le chagrin. « Pourquoi tu fais ça, Maya? Pourquoi tu restes? Je ne suis plus rien. Je suis un poids mort. »
Elle avait pris son visage entre ses mains et l'avait forcé à la regarder. Tu n'es pas un poids mort. Tu es un père aimant. Tu es un homme bon. Et tu es mon ami. Le meilleur ami que j'ai jamais eu. Et je ne te laisserai pas tomber. Jamais. À partir de ce jour, Maya a pratiquement emménagé dans la maison d'Ikoyi. Elle s'occupait d'Amara, l'emmenait à l'école, l'aidait avec ses devoirs, assistait à ses spectacles de fin d'année. Elle s'occupait aussi de James, l'encourageait à suivre ses séances de physiothérapie même quand il voulait abandonner, le forçait à manger même quand il n'avait pas faim, lui parlait pendant des heures pour chasser les idées noires. Mais Maya faisait plus que ça. Elle avait commencé à faire des recherches sur la paralysie, les nouveaux traitements, les thérapies alternatives. Elle avait découvert une clinique de réadaptation en Afrique du Sud qui avait des taux de réussite remarquables avec des patients comme James. Elle avait contacté les médecins, organisé des consultations par vidéoconférence, rempli tous les formulaires. Elle avait même commencé à économiser de l'argent pour le voyage, utilisant ses propres économies sans rien dire à James. James ne comprenait pas pourquoi elle faisait tout ça. Un soir, alors qu'elle préparait le dîner dans la cuisine et qu'Amara dormait à l'étage, il lui avait posé la question. « Maya, pourquoi fais-tu tout ça? Pourquoi tu sacrifies ta vie pour moi ?» Elle avait arrêté de couper les légumes et s'était tournée vers lui. Ses yeux brillaient dans la lumière tamisée de la cuisine. « Parce que je t'aime, James. Je t'ai toujours aimé. Depuis qu'on avait 10 ans et que tu m'as défendu contre les garçons qui se moquaient de mes lunettes. Depuis qu'on avait 15 ans et que tu m'as consolé quand mon père est mort. Je t'ai aimé quand tu as épousé Louise, et je t'aime encore maintenant. Pas par pitié. Pas parce que tu as besoin d'aide. Mais parce que tu es l'homme le plus extraordinaire que je connaisse. » James était resté sans voix. Il avait des larmes qui coulaient sur ses joues, mais pour la première fois depuis l'accident, c'étaient des larmes de joie. « Maya, » avait-il murmuré. « Je ne mérite pas ton amour. »« Si » avait-elle répondu en s'approchant de lui. « Tu le mérites plus que quiconque. Et ensemble, nous allons te remettre sur pied. Je te le promets. » Et Maya a tenu sa promesse. Elle l'a emmené en Afrique du Sud 2 mois plus tard. Amara était restée avec la sœur de Maya, une femme douce qui adorait les enfants. Le programme de réadaptation était intense, épuisant, douloureux. James devait travailler 6 heures par jour, ses muscles atrophiés hurlant de protestation à chaque exercice. Il y avait des jours où il voulait abandonner, des jours où la douleur était si intense qu'il pleurait. Mais Maya était toujours là, à ses côtés, l'encourageant, le poussant, croyant en lui quand il ne croyait plus en lui-même. Après 3 mois de thérapie intensive, quelque chose d'incroyable s'est produit. James a senti des picotements dans ses orteils. C'était minime, presque imperceptible, mais c'était là. Le docteur Van der Merwe, un homme robuste avec un accent afrikaans prononcé, était enthousiaste. « C'est un très bon signe, monsieur Adebayo. Les nerfs se régénèrent. Ça va être long et difficile, mais je pense que vous allez remarcher. Pas comme avant peut-être, mais vous allez remarcher. » James et Maya s'étaient regardés, et ils avaient éclaté de rire en même temps. Un rire libérateur, rempli d'espoir et de soulagement. Maya s'était jetée dans ses bras, et ils étaient restés comme ça, enlacés, pleurant et riant en même temps. « On a réussi », avait murmuré James contre ses cheveux. « Tu as réussi », avait-elle corrigé. « C'est toi qui as cru en moi quand personne d'autre ne le faisait. » 6 mois plus tard, James a fait ses premiers pas. C'était maladroit, instable, il avait besoin d'un déambulateur et Maya devait le tenir par la taille, mais il marchait. Chaque pas était une victoire, chaque mètre parcouru était un miracle. Amara, qui était venue les rejoindre en Afrique du Sud pour les dernières semaines de thérapie, avait couru vers son père en criant « Papa, tu marches », et James l'avait prise dans ses bras, quelque chose qu'il pensait ne plus jamais pouvoir faire. Quand ils sont rentrés au Nigeria, James était un homme transformé. Non seulement physiquement, car il pouvait désormais marcher avec une canne, mais aussi mentalement. Il avait retrouvé sa force intérieure, sa dignité, sa fierté. Il avait repris les rênes de son entreprise, gérant tout depuis la maison avec une efficacité renouvelée. Ses associés étaient stupéfaits de son retour. Beaucoup avaient pensé qu'il ne se remettrait jamais de l'accident. Mais James avait prouvé qu'ils avaient tort. Pendant ce temps, quelque chose de beau grandissait entre James et Maya. Ce n'était plus seulement de l'amitié ou de la gratitude. C'était de l'amour, profond et véritable. Un amour qui s'était construit lentement, pierre par pierre, à travers les épreuves et les larmes. Un amour qui n'était pas basé sur l'apparence ou le statut, mais sur le respect mutuel,
la confiance et le soutien inconditionnel. 1 an après le départ de Louise, James a demandé Maya en mariage. Ce n'était pas une demande grandiose. Pas de restaurant chic, pas de diamant gigantesque. C'était simple et sincère. Ils étaient dans le jardin d'Ikoyi, Amara jouait avec son cerf-volant, et James s'était tourné vers Maya. « Tu m'as sauvé la vie, Maya. Tu m'as donné une raison de vivre quand j'avais tout perdu. Tu as été là pour ma fille quand sa mère l'a abandonnée. Tu es la femme la plus incroyable que je connaisse, et je veux passer le reste de ma vie avec toi. Veux-tu m'épouser ?» Maya avait dit oui avant même qu'il ne finisse sa phrase. Oui, 1000 fois oui. Et ils s'étaient embrassés sous le soleil de Lagos, pendant qu'Amara criait de joie et que son cerf-volant dansait dans le ciel. Le mariage a été célébré 6 mois plus tard. C'était une cérémonie intime, juste la famille proche et quelques amis chers. James marchait sans canne ce jour-là, ayant travaillé dur pour ce moment. Quand Maya est entrée dans la petite église de Surulré où ils avaient tous les deux grandi, James a senti son cœur déborder d'amour. Elle était magnifique dans sa robe simple mais élégante, ses yeux brillaient de larmes de bonheur. Amara marchait devant elle, jetant des pétales de rose, un immense sourire sur son visage. Pendant l'échange des vœux, James avait pris les mains de Maya dans les siennes et avait parlé du fond du cœur. « Maya, tu m'as montré ce qu'est le véritable amour. L'amour qui ne fuit pas devant les difficultés. L'amour qui reste quand tout s'effondre. L'amour qui guérit. Tu m'as rendu ma vie, et je promets de passer chaque jour qui me reste à te rendre heureuse. » Maya pleurait ouvertement maintenant. « James, tu es mon meilleur ami, mon âme sœur, l'amour de ma vie. Je serai toujours là pour toi, dans les bons moments comme dans les mauvais. Je t'aime aujourd'hui, je t'aimerai demain, je t'aimerai pour toujours. » Quand le pasteur les avait déclarés mari et femme, toute l'assemblée avait éclaté en applaudissements. James avait embrassé Maya avec toute la passion et la gratitude qui emplissaient son cœur. Amara s'était précipitée vers eux et ils l'avaient prise dans leurs bras, formant enfin la famille qu'ils méritaient tous les trois. Pendant ce temps, à l'autre bout de Lagos, Louise découvrait que le karma est une force implacable. Sa relation avec Chidi, qui avait commencé dans l'excitation de l'interdit, s'était rapidement dégradée. Chidi n'était pas l'homme qu'elle croyait. Il était violent, possessif, manipulateur. Il avait commencé par de petits commentaires blessants, puis des insultes, et finalement des coups. Louise se retrouvait piégée dans une relation toxique, bien pire que tout ce qu'elle avait quitté. Mais ce n'était pas tout. Chidi s'était révélé être un escroc. Il avait utilisé Louise pour blanchir de l'argent sale à travers des transactions immobilières frauduleuses. Quand la police avait débarqué, Louise s'était retrouvée impliquée dans une affaire de corruption qui faisait les gros titres. Son nom était traîné dans la boue, sa réputation était en lambeaux. Les mêmes amis qui l'avaient encouragée à quitter James la fuyaient maintenant comme la peste. Chioma, Ngozi et Femi ne répondaient plus à ses appels. Elles avaient rapidement compris que l'association avec Louise pouvait nuire à leur propre standing social. Louise se retrouvait seule, sans argent, car Chidi avait vidé leur compte commun avant de disparaître, sans amis, sans famille. Elle avait tout perdu en cherchant quelque chose de mieux. La pire partie était la culpabilité. Tard dans la nuit, seule dans le petit appartement miteux qu'elle louait maintenant à Yaba, très loin de la splendeur d'Ikoyi, Louise pensait à Amara. Elle pensait à sa petite fille qu'elle avait abandonnée sans un regard en arrière. Elle se demandait comment Amara allait, si elle pensait encore à sa maman, si elle lui en voulait. Les larmes coulaient sur ses joues alors qu'elle réalisait l'ampleur de ce qu'elle avait perdu. 1 an après son départ, Louise a décidé de retourner à la maison d'Ikoyi. Elle avait besoin de voir sa fille. Elle avait besoin de s'excuser auprès de James. Elle espérait qu'il pourrait peut-être lui pardonner, qu'il pourrait peut-être recommencer. Elle s'était dit qu'avec le temps, James devait s'être adouci, qu'il devait être prêt à l'écouter. Elle est arrivée un samedi après-midi. La grande maison était exactement comme dans ses souvenirs, peut-être même plus belle. Le jardin était impeccablement entretenu, les fleurs qu'elle avait plantées autrefois avaient poussé et formaient des massifs colorés. Elle a sonné à la porte, son cœur battant si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser. C'est Maya qui a ouvert. Louise l'avait reconnue immédiatement. Elle l'avait vue quelquefois quand Maya venait rendre visite à James après l'accident. Mais maintenant, Maya avait l'air différente. Elle était chez elle. Elle portait un tablier, ses cheveux étaient attachés en queue de cheval décontractée, et il y avait une alliance brillante à son doigt. Louise avait senti son estomac se nouer. « Qui êtes-vous » avait-elle demandé, même si elle connaissait déjà la réponse.
Maya l'avait regardé avec un mélange de pitié et de fermeté. Je suis Maya Adebayo. La femme de James. La mère d'Amara. Et vous devez être Louise. Je pense que vous feriez mieux de partir. Non, attendez, avait supplié Louise. S'il vous plaît. Je dois voir James. Je dois voir ma fille. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais je veux arranger les choses. Je veux revenir. Avant que Maya ne puisse répondre, James était apparu derrière elle. Il marchait normalement, sans canne, sans boiterie. Il était en pleine forme, peut-être même en meilleure forme qu'avant l'accident. Son visage était rayonnant de bonheur, jusqu'à ce qu'il voie qui était à la porte. « Louise, avait-il dit, sa voix froide comme de la glace. Qu'est-ce que tu fais ici ?» Louise l'avait regardé, ce miracle qu'elle n'avait pas cru possible. « Tu marches ?» avait-elle murmuré. « Tu marches vraiment ?» « Oui », avait répondu James. « Je marche. Grâce à Maya. Elle ne m'a pas abandonné quand j'étais au plus bas. Elle a cru en moi quand je ne croyais plus en moi-même. Elle m'a sauvé. » Louise avait senti les larmes lui monter aux yeux. « James, je suis désolée. Tellement désolée. J'ai fait une terrible erreur. Je veux revenir. Je veux être une mère pour Amara. Je veux qu'on soit à nouveau une famille. » James avait secoué la tête, un sourire triste sur les lèvres. « C'est trop tard, Louise. Bien trop tard. Tu nous as abandonnés quand on avait besoin de toi. Tu as choisi de partir quand les choses sont devenues difficiles. Tu ne peux pas revenir maintenant que tout va mieux. » Mais Amara, avait insisté Louise, désespérée. « C'est ma fille. J'ai le droit de la voir. » À ce moment-là, Amara était apparue. Elle avait maintenant 8 ans, et elle avait beaucoup grandi. Elle s'était accrochée à la jambe de Maya, regardant Louise avec des yeux méfiants. « Qui c'est ?» avait demandé la petite fille. « C'est. » James avait commencé, mais Amara l'avait interrompu. « Je sais qui c'est. C'est la dame qui nous a quittés. Celle qui a fait pleurer papa. » Le cœur de Louise s'était brisé en 1000 morceaux. « Amara, ma chérie, c'est maman. Je suis revenue. Je t'aime tellement. » Amara avait regardé Maya, puis James, puis Louise. « Vous n'êtes pas ma maman, » avait-elle dit d'une voix claire. « Maya est ma maman. Elle est toujours là pour moi. Elle m'aime. Vous êtes partis. » Louise avait chancelé comme si elle avait reçu un coup physique. Elle avait regardé cette petite famille sur le pas de la porte, James, Maya et Amara, tous les 3 enlacés, formant une unité solide dont elle était exclue. Elle avait réalisé avec une douleur atroce qu'elle n'avait plus de place ici. Elle avait perdu sa famille, son foyer, sa fille. « S'il te plaît, pars maintenant, » avait dit James avec fermeté. « Tu as fait ton choix il y a 1 an. Nous avons fait le nôtre. Nous sommes heureux maintenant, et tu n'as plus de place dans notre vie. Si tu veux vraiment faire quelque chose pour Amara, laisse-la en paix. Laisse-la grandir avec des parents qui l'aiment et qui seront toujours là pour elle. » Louise avait ouvert la bouche pour protester, mais aucun son n'était sorti. Qu'est-ce qu'elle pouvait dire? Qu'elle avait eu tort. Que si elle avait su. Mais c'était justement le problème. Elle avait fait son choix en toute connaissance de cause. Elle avait choisi son confort personnel plutôt que sa famille. Elle avait choisi l'égoïsme plutôt que l'amour. Et maintenant, elle devait vivre avec les conséquences. Elle s'était retournée et avait commencé à s'éloigner. Derrière elle, elle entendait les rires d'Amara qui jouait avec Maya. Des rires qu'elle ne provoquerait plus jamais. Elle entendait la voix de James, douce et aimante, parler à sa nouvelle femme. Une voix qu'elle ne lui avait plus entendue depuis des années. Elle avait tout perdu, et c'était entièrement sa faute. Les mois qui ont suivi ont été un calvaire pour Louise. L'affaire de corruption avait finalement été résolue. Elle avait évité la prison de justesse en acceptant de témoigner contre Chidi, mais sa réputation était irrémédiablement ruinée. Elle avait perdu son statut social, ses amis, sa fortune. Elle travaillait maintenant comme vendeuse dans une boutique de vêtements à Ikeja, gagnant en un mois ce qu'elle dépensait auparavant en une journée de shopping. Mais le pire, c'était la solitude. Elle rentrait chaque soir dans son petit appartement vide, et elle se demandait comment elle avait pu être si stupide. Elle pensait à toutes les fois où James l'avait regardée avec amour, même après l'accident, même quand elle était cruelle. Elle pensait à Amara, à toutes les étapes importantes de sa vie qu'elle allait manquer. Le premier jour d'école secondaire, l'obtention du diplôme, le premier amour, le mariage. Elle ne serait là pour rien de tout ça. Elle avait essayé de reprendre contact avec ses anciennes amies, mais elle l'avait toute rejetée.
Chioma avait changé de numéro. Ngozi avait fait semblant de ne pas la reconnaître quand elle s'était croisée au marché. Femi avait été la plus brutale, lui disant en face que personne ne voulait être associé à une femme qui avait abandonné son mari malade et sa fille. Louise avait réalisé que ces femmes n'avaient jamais été ses vraies amies. Elle l'aimait pour son statut, son argent, sa vie glamour. Maintenant qu'elle n'avait plus rien de tout ça, elle n'avait plus aucune raison de la fréquenter. Pendant ce temps, à Ikoyi, la vie continuait pour James, Maya et Amara. Leur bonheur était authentique et profond. James avait non seulement retrouvé sa capacité à marcher, mais son entreprise prospérait plus que jamais. Il avait même ouvert 2 nouvelles branches, une à Abuja et une autre à Port Harcourt. Maya avait quitté son emploi pour se consacrer à temps plein à la famille, mais elle était aussi devenue bénévole dans une association qui aidait les personnes handicapées, utilisant l'expérience de James pour inspirer et soutenir d'autres. Amara s'épanouissait. Elle excellait à l'école, avait de nombreux amis, et surtout, elle était heureuse. Maya l'avait adoptée officiellement, et Amara l'appelait maintenant simplement maman. Parfois, elle demandait des nouvelles de Louise, mais c'était de plus en plus rare. Maya et James lui répondaient toujours honnêtement, lui expliquant que sa mère biologique avait fait des choix difficiles mais qu'elle l'aimait sûrement à sa façon. Ils ne voulaient pas que la haine empoisonne le cœur de leur fille. 2 ans après le départ de Louise, Maya était tombée enceinte. La nouvelle avait été accueillie avec une joie immense. Amara était particulièrement excitée à l'idée d'avoir un petit frère ou une petite sœur. James était aux anges. Il avait pensé ne jamais avoir d'autres enfants, et voilà que la vie lui offrait une seconde chance d'être père. Un père présent, aimant, capable physiquement et émotionnellement d'être là pour son enfant. Le jour où Maya a accouché, James était à ses côtés, tenant sa main, l'encourageant, pleurant de joie quand il a entendu le premier cri de son fils. Ils l'ont appelé Joshua, un nom qui signifie Dieu sauve, parce que c'était exactement ce qui s'était passé. Dieu les avait sauvés tous les deux, avait sauvé leur amour, leur famille, leur vie. Louise avait appris la naissance par une connaissance commune. Elle était dans sa boutique, rangeant des vêtements sur des cintres, quand une cliente avait mentionné en passant qu'elle avait vu James Adebayo et sa femme Maya avec leur nouveau-né à l'église. Le cœur de Louise s'était serré douloureusement. James avait un autre enfant. Il avait une nouvelle famille. Et elle n'en faisait pas partie. Elle s'était effondrée ce soir-là dans son appartement, pleurant pendant des heures. Elle pleurait sur ce qu'elle avait perdu, sur les erreurs qu'elle avait faites, sur la vie qu'elle aurait pu avoir si seulement elle avait été plus forte, plus fidèle, plus aimante. Elle pleurait sur la femme qu'elle aurait dû être et qu'elle n'était pas devenue. Mais les larmes ne changeaient rien. Le temps ne revenait pas en arrière. Elle avait fait ses choix, et maintenant elle devait vivre avec. Chaque jour était un rappel de ce qu'elle avait jeté. Chaque soir était une confrontation avec son échec. Le karma n'était pas un châtiment divin soudain. C'était cette douleur constante, cette solitude permanente, cette conscience aiguë de tout ce qu'elle avait perdu par sa propre faute. 5 ans plus tard, Louise travaillait toujours dans la même boutique. Elle avait 42 ans maintenant, et elle paraissait 10 ans de plus. Les épreuves avaient marqué son visage, avaient éteint la lumière dans ses yeux. Elle vivait seule, sans amis proches, sans famille. Parfois, elle voyait des photos de James, Maya et leurs enfants sur les réseaux sociaux. Amara était maintenant une belle adolescente de 13 ans, brillante et heureuse. Joshua avait 5 ans, un petit garçon plein de vie qui ressemblait énormément à son père. Louise regardait ces photos avec un mélange de tristesse et de quelque chose qui ressemblait à de la paix. Elle avait fini par accepter que c'était fini. Qu'elle ne faisait plus partie de cette histoire. Elle avait détruit sa propre chance de bonheur, et elle devait maintenant en assumer les conséquences. C'était une leçon dure, mais juste. Un jour, elle avait croisé Maya au supermarché. Elle s'était retrouvée face à face dans l'allée des produits ménagers. Louise avait figé, ne sachant pas quoi dire. Maya l'avait regardée avec une expression difficile à déchiffrer. Pas de colère, pas de haine, juste une sorte de compassion triste. « Comment allez-vous, Louise » avait demandé Maya. « Je vais bien » avait menti Louise. « Et vous » et James. Et Amara. « Nous allons bien » avait répondu Maya. « Très bien même. Amara va entrer à l'université l'année prochaine. Elle veut étudier la médecine. James en est très fier. » Louise avait souri à travers ses larmes. « C'est merveilleux. Elle a toujours été brillante. Dites-lui. Dites-lui que je pense à elle. Que je l'aime. Que je regrette. » Maya avait hoché la tête. «
Je lui dirai. Louise avait voulu partir, mais s'était retournée une dernière fois. Maya. Merci. Merci d'avoir pris soin d'eux. Merci d'avoir été là quand je ne l'étais pas. Merci d'être la mère qu'Amara méritait et que je n'ai pas su être. Maya avait touché doucement le bras de Louise. Nous faisons tous des erreurs, Louise. L'important, c'est ce qu'on en fait après. J'espère que vous trouverez votre paix. Et elles s'étaient séparées, chacune retournant à sa vie. Maya dans sa vie remplie d'amour et de famille. Louise dans sa vie de regrets et de solitude. C'était peut-être injuste, mais c'était ainsi que les choses étaient. Le karma avait fait son œuvre, non pas avec violence ou cruauté, mais simplement en permettant aux conséquences naturelles de se déployer. Cette histoire n'a pas de fin heureuse pour tout le monde. Pour James, Maya et leurs enfants, c'est un conte de fées moderne, une histoire d'amour qui a survécu aux épreuves les plus difficiles, qui a grandi dans l'adversité et fleuri dans la fidélité. C'est l'histoire de James qui a retrouvé non seulement sa capacité à marcher, mais aussi sa joie de vivre, sa foi en l'humanité, son espoir en l'avenir. C'est l'histoire de Maya qui a attendu patiemment pendant des années, qui a aimé sans condition, qui a été récompensée par le plus grand des cadeaux, l'amour de l'homme qu'elle avait toujours chéri et une famille merveilleuse. Pour Louise, c'est une tragédie qu'elle s'est infligée elle-même. C'est l'histoire d'une femme qui avait tout et qui a tout perdu parce qu'elle n'a pas su reconnaître la valeur de ce qu'elle possédait. Une femme qui a écouté les mauvais conseils, qui a suivi ses désirs égoïstes plutôt que son cœur, qui a abandonné sa famille dans les moments les plus difficiles. Et maintenant, elle vit avec les conséquences de ses choix, jour après jour, année après année. Mais il y a une leçon importante dans cette histoire. Une leçon sur la fidélité, la persévérance et l'amour véritable. James avait perdu l'usage de ses jambes, mais il n'avait pas perdu son humanité, sa dignité, sa capacité à aimer et à être aimé. Maya avait montré que le véritable amour n'est pas celui qui se manifeste dans les bons moments, mais celui qui reste quand tout s'effondre. Amara avait appris que la famille n'est pas toujours définie par le sang, mais par ceux qui choisissent de rester, de se battre, de vous aimer inconditionnellement. Et pour ceux qui pensent que l'herbe est plus verte ailleurs, pour ceux qui sont tentés d'abandonner leur famille quand les choses deviennent difficiles, pour ceux qui écoutent les mauvais conseils de soi-disant amis, l'histoire de Louise est un avertissement. Le karma n'oublie jamais. Il ne vient peut-être pas immédiatement, mais il vient toujours. Et quand il arrive, il est implacable. Aujourd'hui, si vous passez devant la belle maison d'Ikoyi, vous pourrez voir une famille heureuse. James qui joue au football avec son fils Joshua dans le jardin, ses mouvements peut-être un peu plus lents qu'avant l'accident, mais libres et joyeux. Maya sur la terrasse, lisant un livre tout en gardant un œil sur ses hommes. Et Amara qui arrive de l'université pour le week-end, son sac à dos rempli de livres de médecine, son visage rayonnant alors qu'elle court embrasser son père et sa mère. C'est une famille reconstruite sur les ruines d'une tragédie. Une famille qui a choisi l'amour plutôt que l'abandon, la fidélité plutôt que la facilité, l'espoir plutôt que le désespoir. Et c'est peut-être la plus belle revanche possible. Non pas contre Louise, car la vengeance n'apporte jamais la paix, mais contre les circonstances, contre le destin, contre l'accident qui aurait pu tout détruire mais qui a finalement révélé la véritable force de l'amour authentique. Quant à Louise, elle continue sa vie tranquille et solitaire. Elle a appris à vivre avec ses regrets, même si certains jours sont plus difficiles que d'autres. Elle a appris que certaines erreurs ne peuvent pas être réparées, que certains ponts une fois brûlés ne peuvent pas être reconstruits. Elle a appris que le véritable prix de la trahison n'est pas la punition qu'on reçoit des autres, mais celle qu'on s'inflige à soi-même, jour après jour, en se souvenant de ce qu'on a perdu et de ce qu'on aurait pu être. Cette histoire nous rappelle que dans la vie, nous avons tous des choix à faire. Des choix qui peuvent sembler insignifiants sur le moment, mais qui peuvent déterminer le cours de toute notre existence. Le choix de rester ou de partir. Le choix d'aimer ou d'abandonner. Le choix d'écouter notre cœur ou les voix toxiques autour de nous. Le choix de voir les défis comme des obstacles insurmontables ou comme des opportunités de montrer notre vraie valeur. James a fait le choix de se battre, même quand tout semblait perdu. Maya a fait le choix d'aimer, même quand cet amour semblait impossible. Louise a fait le choix de fuir, et elle en paie encore le prix aujourd'hui. Nous sommes tous responsables de nos choix, et nous devons tous vivre avec leurs conséquences, bonnes ou mauvaises. Alors quand vous vous retrouvez face à un choix difficile, quand la vie vous met à l'épreuve, quand il serait plus facile de partir que de rester, pensez à cette histoire. Pensez à James qui a retrouvé l'usage de ses jambes parce que quelqu'un a cru en lui. Pensez à Maya qui a gagné l'amour de sa vie parce qu'elle a eu le courage de rester. Pensez à Louise qui a tout perdu parce qu'elle n'a pas su apprécier ce qu'elle avait.
Et rappelez-vous que le véritable amour ne fuit pas devant les difficultés. Il reste. Il se bat. Il persévère. Il guérit. Il transforme. Et à la fin, c'est toujours l'amour qui gagne, même si le chemin est long et semé d'embûches. Parce que l'amour véritable, celui qui vaut la peine d'être vécu, n'est pas celui des jours ensoleillés et faciles. C'est celui qui brille le plus fort dans l'obscurité, celui qui tient bon quand tout s'effondre, celui qui refuse d'abandonner même quand tout le monde le ferait. Cette histoire, celle de James, Maya, Louise et Amara, est un témoignage de la complexité de la vie humaine, de la puissance du choix, de la réalité du karma, et surtout, du pouvoir transformateur de l'amour authentique et inconditionnel. C'est une histoire qui nous rappelle que nous sommes tous capables de changer, de grandir, de devenir meilleurs, mais aussi que nous sommes tous capables de faire des erreurs qui peuvent nous hanter pour le reste de notre vie.